Je crois qu'on devrait avancer le plus vite possible, quitte à laisser une réserve ici. Ils sont des milliers à quitter régulièrement leur famille, leur maison, pour rejoindre l'armée de Napoléon. Originaires de tous les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, leurs motivations sont infinies. Jean-François Rémy-Néris est l'un d'eux. Dans la vie de tous les jours, il est informaticien à la Bourse de Paris. Sa passion pour Napoléon remonte à son enfance, mais il n'arrive pas à l'expliquer. Vous êtes ici, dans mon appartement. C'est aussi un lieu où j'ai essayé de rassembler un ensemble d'objets qui rappellent un petit peu ma passion et cette période du Premier Empire. Une passion, c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous brûle, à laquelle vous pensez tout le temps. Je passe mon temps, mes week-ends, dans des bourses aux armes, dans des reconstitutions historiques, des entraînements à cheval en uniforme. Je passe mes soirées à lire des livres et des récits. Une partie, c'est un peu ma danseuse d'ailleurs, une grande partie de mon argent part dans l'acquisition d'objets, de meubles, de petits souvenirs d'une valeur plus ou moins importante. C'est quelque chose qui m'habite, qui me ronge, qui est assez difficile à définir, qui est parfois difficile pour mon environnement extérieur parce que je suis polarisé sur cette époque-là, mais je pense qu'on peut définir ça comme étant une vraie passion. De mon bureau, j'ai la chance de voir le haut de la colonne Vendôme. Donc face à moi, toute la journée, j'ai l'œil sur l'empereur. Sur mon lieu de travail, en fait, il est assez difficile de cacher ma passion. Je pense que tout le monde est au courant. Au départ, vous savez, des gens qui passent un week-end dans ce qu'ils appellent déguisé, pour jouer un petit peu aux soldats, bon, ça fait un petit peu sourire. On a un air un petit peu condescendant, on nous prend pour des militaristes ou un peu pour des fous, vivant un peu dans une autre époque, en tout cas étant un peu dans la lune. Entre lui et moi, oui, forcément, il y a l'empereur, puisque de toute façon, on vit avec l'empereur au quotidien, à chaque fois qu'il y a une sortie, donc je participe en tant que cantinière. Je pense qu'un couple ne peut fonctionner que si vraiment, enfin, un minimum, sa femme est intéressée. Parce que ça prend tellement de place dans la vie, puisque finalement, nous, on vit l'Empire au quotidien, que si la femme est vraiment allergique, à mon avis, ça ne peut que poser des problèmes dans le couple. D'ailleurs, dans le groupe, les femmes qui viennent en reconstitution ont des relations privilégiées avec leur mari. Quant aux autres, ça pose automatiquement des problèmes, ça retentit forcément sur le ménage. Ma petite fille Pauline. J'envisage d'organiser son baptême, de la baptiser avec tout un environnement, un ensemble d'amis qui va nous rejoindre en tenue d'époque. J'envisageais, pourquoi pas, d'utiliser comme fonds baptismaux un plastron, de carabinier, voire de cuirassier. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde. Tu sais que Pauline, comme chacun de nous, sera tentée par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Ma pauvre Pauline, allez. Là, ça va. Pauline,
je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, relevez-la à votre place. Non, monsieur bien, moi je vous félicite, vous êtes des gens sensationnels. Et par Saint-Georges, vive la Catholique! C'est vrai, c'est Saint-Georges. Allez, ici, remettez. hein. C'est Saint-Georges ici. Jean-Louis Gardette est bibliothécaire dans la grande banlieue parisienne. Mais c'est aussi un passionné de reconstitution historique. Vous voyez au cœur de ma ferme, qui est une acquisition finalement assez récente, puisque ça fait 7 ans que je suis ici. Et en fait, c'était un changement radical d'existence, puisque j'étais citadin, et donc pas du tout proche de la nature. Et je dirais que c'est l'intérêt pour les chevaux qui m'a amené à me ressourcer, si je puis dire, à m'orienter vers la nature, puisque je voulais vivre avec mes chevaux, et donc il me fallait un espace important, d'une part, et bien entendu, pas urbain. Il me semble que le retour à la nature et le retour vers le passé, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un besoin de construire un avenir. Cet intérêt pour le costume est en fait un intérêt pour l'histoire et la volonté de trouver une application pratique à l'histoire et à la recherche historique. Et plus on va se mettre en situation de revivre le passé, et plus on en aura une perception de qualité parce qu'elle descendra dans les détails. Sachant que la finalité est de mettre un maximum d'objets en situation réelle. Vous avez là deux mannequins qui représentent des uniformes du Premier Empire. Les deux sont d'uniformes fantaisie. D'aide de camp, puisque donc c'est le personnage que je suis censé représenter en reconstitution. Celui-ci plus dans une version début de l'Empire, puisqu'on voit encore des effets civils, hein, un gilet purement civil et une cravate civile, et une culotte hongroise de fantaisie. Il est un petit peu difficile de dire le temps passé, dans la mesure où étant amateur, je ne peux pas calculer en termes de journée, je peux plutôt calculer en termes de nuit, voire de week-end. Maintenant, il faut dire à peu près que pour une pièce comme celle-ci, je dirais que je peux difficilement mettre moins de 60-70 heures quand même. Je fais des études de vétérinaire, j'ai passé le concours cette année et je l'ai eu, et je rentre à l'école de Nantes en septembre pour 4 ans. Quand j'ai rencontré, j'ai appris qu'ils faisaient la reconstitution. C'est donc un monde qui m'a plu parce qu'il y a du mouvement, c'est un jeu, il y a de la bataille, il y a des chevaux, etc. Mais moi, je ne me suis jamais intéressée à l'histoire. Et c'est parce que je commence à m'amuser dans la reconstitution que je cherche des choses sur les événements, comment ça s'est passé, sur les costumes et surtout les harnachements chevaux, parce que c'est ce qui m'intéresse. Je crois que ce qui est le plus fascinant dans la période du XVIIIe siècle, c'est le contraste, je crois, entre le danger d'existence, le rapport à la mort et le raffinement. Je crois qu'on pourrait faire un parallèle avec le phénomène de la corrida, c'est-à-dire plaquer une esthétique sur une mort. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire pour l'être humain, c'est de faire ce rapprochement, la sublimation de l'aspect éphémère de la vie, donc ce contact permanent avec la mort, et cette sublimation par l'esthétique. Maintenant, il est vendredi, il est 17h, j'en ai ras-le-bol, nous sommes au XXe siècle, il y a du bruit, il y a des bagnoles derrière moi, je suis crevé, une semaine devant les ordinateurs, j'ai besoin d'un peu d'air et de changer un petit peu d'ambiance. Ce qu'il me faudrait, c'est un bon cheval pour me déplacer. Finalement, en 2 mots, le XXe siècle, j'en pense pas grand-chose, j'ai pas grand-chose à dire et je m'ennuie un peu. Vivement un petit tour dans le passé.
Ce week-end, ce petit tour dans le passé, Jean-François va l'effectuer avec ses compagnons d'armes à Boulogne-sur-Mer, un rendez-vous annuel de la Grande Armée. Parfait à gauche. C'est ici que Napoléon rassembla ses troupes de 1803 à 1805 pour constituer la Grande Armée et envahir l'Angleterre. Non-événement par excellence. Après le désastre de la marine française à Trafalgar et la formation de la Troisième Coalition, cette invasion n'a jamais pu avoir lieu. Allez messieurs, debout parce que quand on parle du patron on se met debout. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Tous ces préparatifs de bataille au milieu des pavillons de banlieue, des cités dortoirs et des friches d'industriels sont en prévision d'une confrontation avec l'anglais. Heures héroïques. Boulet. En effort. En 1805, la Grande Armée ne rencontra pas les troupes britanniques. Aujourd'hui, l'ennemi ne se montre toujours pas. 900 hommes rassemblés face à la mer. Il faut les occuper, savoir tuer le temps, tromper l'ennui. Moi, hier après-midi, je me retrouvais dans mon salon de coiffure, je travaillais. Hier soir, j'arrive ici à 8h et je me mets en tenue de barbier. Et ce qui est super, c'est de faire la différence entre les deux époques. L'époque très moderne qu'on vit actuellement et l'époque napoléonienne. Et ce qui est très bien, c'est la vie complète. Hier midi, c'est le restaurant. Hier soir, c'est la soupe aux choux, etc. Et ce qui est très bien, c'est que je n'ai même pas besoin de chercher des soldats. Tout le monde s'y prête au jeu à 100%. Et c'est ce qui est super. Bon, le sabre, aujourd'hui nous allons fêter le baptême du feu de plusieurs personnes d'entre nous. Le chasseur rude, à moi. Il a une sabrotage. Messieurs, tous ceux qui ont déjà chargé auront l'honneur de fesser notre ami Richard. Et c'est un signe de bienvenue dans les troupes des chargeurs. À mon avis, ça va beaucoup moins bien se passer. Vous reprenez votre place, vous reprenez votre place. Trompette. Allez, vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Et par Saint-Georges! Vive la cavalerie!
Les Rouges, les Britanniques. Finalement, on les fait venir, comme chaque année, par le ferry, le tunnel, en autocar. Même si en 1805 l'affrontement n'eut pas lieu, maintenant, il faut en découdre. À mon avis, il y aura beaucoup de pertes du côté anglais. Si quelqu'un veut donner une lettre ou quelque chose. Vous serez là tout à l'heure pour ramasser les morceaux et compter les cadavres. Une lettre pour la Parions une famille, bouteille de champagne qui aura plus de 10 morts chez les Anglais. Les valeurs, les gourmettes, Et une bonne charge. Le chasseur Hude s'est déjà illustré à l'entrée de Milan en 1796, à Austerlitz, en 1805. Et maintenant, bon, il a été sélectionné dans le peloton, dans le premier peloton des chasseurs à cheval de la garde pour repousser une attaque menée par les Anglais. C'est sa première charge. On prend les meilleurs. Voilà, donc moment très émouvant. Ému? Oui, j'ai peur surtout. Plus qu'ému. À mon commandement, levez le bras, feu! L'acharnement dans les corps à corps, les ordres hurlés, l'odeur de la poudre, les cavalcades, les fifres, les tambours, la guerre sans les morts, sans les blessures, sans la douleur. Voilà ce à quoi Jean-François, Michel, Christophe, Jean-Louis et les autres sont confrontés, la tête pleine des mémoires de Ségur ou de Marbeau. Bon, brigadier, c'est bon? En 1805, Napoléon dut lever le camp de Boulogne pour faire face à l'Autriche et à la Russie. À marche forcée, il rejoint le bassin du Danube et ce sont les victoires de Ulm et Austerlitz. Pendant ce temps-là, à Paris, la vie mondaine reprend ses droits autour d'une nouvelle aristocratie, la noblesse d'Empire, la plupart du temps des militaires issus de la petite bourgeoisie. Après la guerre, l'amour, le repos du guerrier. Christian Cabanel est directeur d'un prix unique. Michel est représentante en chocolat. Aujourd'hui, c'est le grand jour de leur vie, celui de leur mariage. Nous allons donc dans quelques instants procéder à votre réunion matrimoniale, mais au préalable, je vais m'assurer de vos identités. Monsieur Christian Henri Cabanel, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Michel Georgette Joseph Marie Offray? Oui. Madame Michel Georgette Joseph Marie Offray, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Christian Henri Cabanel? Au nom de la loi, je vous déclare unis par le lien sacré du mariage. Un mariage, s'il n'était pas empire, c'était pas tellement notre opinion. Donc, vu qu'on fait de la reconstitution, eh ben, on a décidé de se marier à l'époque, en Premier Empire, et puis
Puis j'espère que tout se passera bien et puis que le temps va être avec nous parce que je vois que les gros nuages, voilà. La vie courante étant tellement stressante, ça nous fait du bien de complètement nous changer un peu d'époque et puis de vivre autre chose. Il n'était pas concevable qu'on se marie autrement qu'avec notre passion. Puisque nous, tout tourne autour de cette époque. Hein. Notre vie est rythmée au rythme de cette époque. Pour une dame, normalement, on ne la salue pas, salut militaire. Militaire. On s'incline devant elle, on lui fait Madame le colonel. En 1794, j'ai intégré le 13e régiment de dragons. Et puis après, l'empereur a bien voulu de moi dans sa garde. Et j'en suis ressorti en juillet 1815, un mois jour pour jour après la malheureuse affaire du Mont-Saint-Jean, que de mauvaises âmes appellent maintenant la bataille de Waterloo. Et oui, on prend les identités de chasseurs qui ont réellement existé. Et dans la vie de tous les jours, Christophe Chevgros, père de famille, dirige un bureau d'études dont il est le seul employé. Un des problèmes que les soldats de Napoléon doivent résoudre est de retrouver équipements et armes du 19e siècle. Dans la région de Saint-Étienne, le plus grand fabricant d'armes blanches de France, après étude du marché, s'est lancé pour eux dans la production du sabre des chasseurs de la garde. Le prix, toujours 4 350 francs, pas de problème. Donc à la 4, 17 000. Ainsi, le soldat de Napoléon, pour mériter la grande armée, doit consentir de sérieux efforts financiers. Je suis représentant, je travaille dans la fourniture pour confection et dans la mercerie. J'avais connaissance de cette maison parce que mes fournisseurs, mes employeurs sont dans la région, ce qui m'a permis de profiter de mes voyages professionnels pour venir voir ces gens, pour venir négocier, pour les intéresser et faire qu'ils nous réalisent ce sabre. Les uniformes, c'est une passion. L'armée, moins en tant qu'armée, en tant que combat. Oui, Napoléon, c'est un symbole, c'est l'époque la plus glorieuse de l'histoire de France, où les uniformes sont les plus chatoyants. Allez, repos. Merci. Sur place. Garde à vous. Battez-vous, messieurs. Tête, bas. Oh non, comment? Tête, en bas. Tête. Les entraînements, les bivouacs, les batailles sont pour les soldats de Napoléon comme les périodes militaires des officiers de réserve. Aujourd'hui, on s'entraîne pour la prochaine campagne, celle de Prusse en 1806. C'est dans l'ancienne Allemagne de l'Est, communiste, en Thuringe, que se trouve le champ de bataille de Jena. Ici, Napoléon a battu les troupes du roi de Prusse en octobre 1806. Ici, l'histoire de France rejoint l'histoire de l'Allemagne. Jörg Nogosek est médecin chirurgien spécialiste de l'abdomen à l'hôpital catholique de Erfurt. Lui aussi, régulièrement, il réintègre la Grande Armée au sein de son association Jena 1806. Nous avons choisi d'incarner des soldats français parce qu'il est plus facile de nous identifier à ce que la France représentait à l'époque. L'uniforme prussien est très spécifique. Ce qui nous attire surtout, c'est l'aspect idéologique qui vient de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme et des peuples. Il nous a semblé préférable de faire revivre ces idéaux plutôt que l'esprit militariste prussien.
Mon passe-temps dans l'armée de Napoléon divise ma famille, mes amis et mes relations de travail. Il y en a qui voient ça d'un très mauvais œil. Ils pensent que nous glorifions la guerre et la violence. Et d'autres qui trouvent ça très bien. Mais dès qu'on invite ceux qui sont critiques à assister à nos reconstitutions et qu'ils voient que nous mettons en scène l'histoire franco-allemande et européenne, que nous montrons la guerre avec ses horreurs telle qu'elle peut être, alors ils sont moins nombreux à penser que nous glorifions la guerre. Dénoncer la guerre en montrant ses horreurs, voilà une belle profession de foi. Mais est-ce bien cela que nous observons sur la grande place du marché à Iéna, le matin de la bataille? D'ailleurs, cette parade organisée par Jörg et ses amis n'est pas du goût de tout le monde. Face à ces soldats du 19e siècle, apparaissent des pacifistes tout droit sorti d'une manifestation des années 1980 contre les fusées Pershing et les SS-20. Étrange confrontation à l'allemande où chacun joue son remake. Mais quel est l'enjeu de tout cela? Nous ne sommes pas contre le principe de ce genre de fête populaire, mais nous voulons rappeler que derrière tout ça, il y a 35 000 morts, de la souffrance, une tragédie. Et ce folklore qui a lieu ici ne correspond pas à l'image que nous nous faisons de l'anniversaire d'une aussi sanglante bataille. Les manifestants de ce matin, sans nous, ils n'auraient même pas su qu'il y a 190 ans, une bataille terrible et extrêmement meurtrière s'est déroulée ici. Même que la ville a été brûlée à moitié. Sans nous, ils ne l'auraient jamais su. Malgré un plaisir non fin à se retrouver entre soldats, Hans Karl comme Jörg se défend absolument de vouloir renouer avec les traditions militaristes qui ont marqué l'histoire de l'Allemagne depuis un siècle. Ce que nous faisons, ce n'est pas du militarisme. Tout le monde peut s'en rendre compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire d'il y a 200 ans, parce que c'est le moment où ont eu lieu les événements fondateurs de notre vie actuelle. La Révolution française, l'idée des droits de l'homme, la fin de l'aristocratie. Voilà ce qui nous habite encore maintenant. Quant à l'histoire de l'Allemagne au XXe siècle, cela pose le problème, pour nous Allemands, qu'on ne peut pas l'aborder de manière objective. Il y a un tel a priori émotionnel que cela rend incroyablement difficile de prendre ses distances avec ce qui s'est passé ici récemment. Une fois encore, on rejoue la guerre. Cette fois-ci sur le lieu même où se sont affrontées les armées de Napoléon et les Prussiens. En face, ceux qui représentent les troupes de Frédéric Guillaume III
sont aussi des Allemands. Comme les soldats de Napoléon, ils expliquent leur goût pour la reconstitution par une passion pour l'histoire et les uniformes. Mais leur nombre est très réduit. La légende et les beaux sentiments ne sont pas de leur côté. Mort pour rire. Mais au soir du 14 octobre 1806, les cadavres étaient vraiment déchiquetés et la région dévastée. Pourtant, cette violence est peu de choses comparée à celle du XXe siècle. Juste à côté de Iéna, il y a des charniers beaucoup plus récents et bien plus effroyables. Mais ni Georg, ni Hans Karl ne veulent en parler, comme si leur goût pour les uniformes ne pouvait s'accepter que projeté loin dans le temps et justifié par les grands principes des droits de l'homme. Ici, en Russie, c'est aussi le passé récent qu'on veut fuir. Mais c'est surtout le présent et le futur qui font peur. Oleg Sokolov est professeur à Saint-Pétersbourg, président de l'Association russe d'histoire militaire. Admirateur de Napoléon, depuis 20 ans, il reconstitue l'armée de son empereur. Il y est général. Sous le régime communiste, la France et Napoléon étaient pour lui un moyen de s'évader. Ma passion pour Napoléon, d'abord, c'était commencé par passion pour l'histoire de France. À l'âge de 9 ans, j'ai lu un livre qui a bouleversé complètement ma vie, c'était Les Trois Mousquetaires de Dumas. Avec ce livre, j'ai compris que ma patrie, c'est la France, le pays que j'aime, c'est la France, et ce que j'aime, c'est la chevalerie française. Ô monument vengeur, trophée indélébile, débris du grand empire et de la grande armée, colonne d'où s'irrompt par la renommée. Je t'aime, l'étranger t'admire avec effroi, j'aime tes vieux héros sculptés par la victoire et tous ces fantômes de gloire et qui se pressent autour des toits. Je ne pensais pas qu'en France, il y a de mauvais côtés. Pour moi, la France, c'était presque le paradis. Et bon, après, quand je suis devenu un peu plus grand, j'ai compris que bon, et là, c'est pas le paradis. Pour moi, c'était tout d'abord une déception horrible. Mais peu à peu, j'ai commencé à aimer la France comme on aime la femme avec qui tu as vécu 15 ans, quoi. Donc, tu connais bien les défauts, mais que tu aimes quand même. Je suis l'épouse de ce général de Napoléon. Je l'ai connu alors qu'il était professeur d'histoire dans mon lycée, mais ce n'était pas mon professeur. Notre vie est toujours à cheval entre maintenant et le passé, et c'est très amusant. Une fois nous sommes à Waterloo, une autre fois à Austerlitz ou encore à Borodino. Pour s'en sortir financièrement, il faut que je fasse plein de choses. Il faut que je travaille avec les businessmen russes, relier les contacts avec la France. Ce petit travail me rapporte un tout petit peu d'argent qui me permet à vivre. Parce qu'autrement, en tant que professeur, et surtout en tant que chef de l'association, on ne peut pas s'en sortir. Je voudrais vous présenter mon ami qui s'appelle Sergueï, mais qui est dans notre armée. Il porte le nom Édouard Mortier, c'est son nom de guerre. Il est l'officier de l'état-major dans mon armée et en même temps il est propriétaire d'une société qui s'occupe de vente, l'importation du mobilier de France. Et sa société s'appelle Légion d'honneur. Il a donné ce nom à sa société parce qu'il est donc le fidèle officier de notre armée. Il a voulu quand même que dans le nom de société reflète nos passions communes. J'ai commencé comme le rédacteur en chef de la revue Aigle. Et moi, je suis vrai rédacteur en chef dans ce moment. Et le but, c'est gagner beaucoup d'argent pour aider l'association à être riche, être grande, être formidable. Et avec l'association, la revue va voler, je pense. Va s'envoler. S'envoler, bien sûr. C'est notre but. За две половины открыть, наверное, 1500 примерно, судя по ходу боя. Французы были отброшены позиции.
Aujourd'hui, devant ses étudiants, les membres de son association de reconstitution de l'histoire militaire russe et devant le grand public, Oleg Sokolov, dans l'ancien palais du prince Yusupov, donne un de ses cours magistraux, la campagne d'Italie. Au moment de l'épisode du pont d'Arcole, Sokolov se retrouve en 1796. Он его остановил на какую-то минуту, а колонна еще двигалась, люди все-таки шли за ним вперед. Но когда он только остановился, это знамя остановилось, оно заколебалось. Вся колонна тоже сразу остановилась. И как только колонна остановилась, все, на этом было сразу все ясно. Где это было? Сколько было метров до моста? Мормон пишет, 200 метров еще было до моста. Но я еще подчеркиваю, это все равно хоть 200 метров, хоть 300, они же шли вот, они шли буквально постоянно. В течение 8 лет я проходил службу на космодроме Байконур, участвовал в подготовке запуска. Avant, j'étais l'un des responsables des tirs de fusée à Baïkonour, dans l'armée soviétique. Actuellement, j'ai mes quartiers au bord de la Neva, à Saint-Pétersbourg, et je viens souvent aux conférences de Oleg Sokolov. J'y trouve le repos de l'âme. J'ai commencé ma carrière comme simple soldat dans l'armée française de Napoléon et élève officier dans l'armée soviétique. Aujourd'hui, j'ai gagné mes épaulettes dans l'armée russe et les galons de simple lieutenant dans l'armée française du général Sokolov. Ces deux grades me remplissent de fierté. Moi, je m'appelle Maxime. Mon nom de famille n'a pas d'importance. J'assiste régulièrement aux cours de M. Sokolov. Et avec mon copain, je suis un de ses soldats, sans connaître un mot de français. Dans la vie courante, je fabrique des cercueils. Mais il y en a beaucoup dans ce pays maintenant qui font ce métier. Mon engagement dans l'armée de Napoléon m'est tombé dessus comme ça, quand j'étais enfant, sans explication. Ça m'est venu du ciel. La Russie actuelle, je le vois comme la France à l'époque 1796, l'époque des directoires. C'est-à-dire un grand empire, tout à fait avili. Le pays en pleine ruine, le pays qui est le proie des voleurs, les gens qui dilapident les richesses de l'État. Il y a quelques instants que j'étais à la réunion de la faculté d'histoire. Bon, je suis venu avec quelques soldats, quelques personnes de la reconstruction, et tous les gens, mi-plaisantant, mi-sérieusement, me demandaient, mais le coup d'État, c'est quand? Je dis, bon, le coup d'État, c'est pas pour aujourd'hui, mais ils m'ont dit, mais les coups d'État, faites s'il vous plaît le plus vite le coup d'État. Donc, parce que pour tout le monde qui ont un tout petit peu d'honneur, un tout petit peu de sentiment de grandeur de la Russie, ils se demandent, mais quand ça va terminer, cette époque de la ruine, de la décomposition. Ils se demandent quand il y aura quelque chose qui va réunir de nouveau, qui va faire la grandeur de la Russie. Et je crois que ça va terminer aussi bien que c'est terminé en France, c'est-à-dire il y aura le Bonaparte qui va venir. J'espère que ce sera la Russie qui va renaître bientôt de ses cendres. Oleg Sokolov a réuni son état-major, formé d'officiers responsables de différentes reconstitutions historiques. Et soudain, dans un même espace, se retrouvent et se croisent des uniformes, mais aussi des visages de l'Empire, du Moyen-Âge, et même des soldats de la Révolution de 1917, des Blancs comme ceux de Kornilov et des Rouges. Le fidèle capitaine du général Sokolov, Lebrun, en vérité Tchikhanov, annonce la prochaine reconstitution, un épisode de l'héroïque retraite de Russie.
américain, l'Angleterre, ce qui fait caca par terre, on le coupe leur derrière pour en faire des pommes de terre. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Ha ha, vive la Bretagne. Vive la Bretagne. Vive la France. Vive la France. Vive la France. Vive la France. Ma capote de trois boutons, marchons, marchons légèrement, marchons légèrement. En entendant tous ces soldats qui chantent en français, on peut se demander s'ils comprennent ce qu'ils disent. Non, monsieur, je ne parle français. Mais les ordres, oui. Les ordres français. Demi-tour à droite. Portez vos armes. Reposez-vous sur vos armes. Portez vos armes. Présentez armes. On n'a pas de neige au 1er décembre. Normalement, on devait l'avoir. Pas de neige, pourtant c'est la retraite de Russie, mise en scène par le général Sokolov. Et soudain, alors que les braves rêvent de regagner la patrie, l'ennemi attaque. Débâcle de l'armée française, mais sans glace ni blizzard. Car maintenant même le climat n'est plus ce qu'il était. Il a trahi, il ne contribue plus à l'héroïsme. Bataillon, garde à vous. Portez vos armes. Bravo les gars! Bravo! Vive la Bretagne! Franck Bois-Richer! Vive le 32e! Si, le régiment de conflit, ça va pas. Très bien. Et vous êtes bien prêts pour la nuit? Comme toujours. Attention, cette nuit, on peut avoir la charge de cavalerie ennemie. Donc, doublez les gardes. La garde prend toujours, en général. Très bien. Moi, je veux vivre, que je vais croire à mes amis, à mes soldats. Si vous croyez à nos idéaux, vous êtes avec nous. Que vous êtes russe, juif, français, américain, zoulou, on s'en fout absolument. C'est bien l'idéal républicain, l'idéal républicain français. Vous croyez à la République, vous êtes des nôtres. Vous ne croyez pas, vous n'êtes pas des nôtres. Voilà. Et je suis sûr qu'un jour, on va refaire la grandeur de la Russie et la grandeur de l'Europe. C'est pour ça, avec mon uniforme français, je suis prêt à me battre pour la grandeur de la Russie. La grande messe napoléonienne par excellence est la reconstitution de la bataille de Waterloo en Belgique. Plus de 4000 participants. Ce qui est étonnant, c'est que pour célébrer Napoléon, on se retrouve ici sur les lieux mêmes de sa défaite définitive. Gloire à celui qui a tout perdu.
Du monde entier, ils accourent pour revivre une dernière fois l'acte final de l'épopée. Nous sommes anglais, nous sommes venus ici pour prêter main forte à nos frères français dans le grand combat contre les Britanniques et les Prussiens. Napoléon est un homme hors du commun. Il attire des volontaires du monde entier. Je suis plombier. Je m'habille en soldat français parce que c'est l'uniforme que je désirerais porter tous les jours, partout. Nous sommes ici pour notre plaisir. C'est un des moments les plus intéressants de l'histoire universelle, car à cette époque, le peuple français et son armée ont modifié le cours de cette histoire. Nous sommes tous amoureux de l'histoire de l'Empire et de l'Empereur, et nous faisons des milliers de kilomètres pour avoir l'occasion de participer à des reconstitutions sérieuses. Je viens de San Francisco, en Californie. Je suis bijoutier et acteur. Et je viens ici spécialement pour la bataille de Waterloo. Et tout à coup, il est annoncé, lui, pour qui tous ces hommes se retrouvent. Lui qui incarne le rêve, l'épopée, la gloire, la légende. Je m'appelle Armand Frascurati, j'ai fait une carrière essentiellement dans la publicité, qu'on appelle maintenant la communication, et dans la banque. Je termine la dite carrière dans une formule de pré-retraite. La première grande armée que M. Frascurati commandait était composée de figurines qu'il collectionnait et fabriquait. Ensuite, il est passé à la reconstitution avec ses amis du 10e escadron, dont il est l'empereur. Bien sûr, il se défend de se prendre pour Napoléon, mais au seul mot de Waterloo, sa réaction est immédiate. Je sais pertinemment qu'en face de moi, j'ai Wellington d'un côté, Blücher de l'autre, et que j'espère que je pourrai manœuvrer assez vite et assez en profondeur pour éliminer d'abord Wellington avant de pouvoir me retourner sur Blücher, et surtout empêcher leur réunion. Justement, en cette veille du 18 juin, dans le camp prussien, on fourbit ses armes. Quarterback! Auf Kolberg! Bien, nous sommes ici dans le bivouac de la première brigade prussienne, donc qui fait partie du premier corps. Nous faisons partie des forces alliées et notre tâche sera de rejoindre les Anglais qui se trouvent en ce moment devant la forêt de Soignes, donc près de Waterloo. Et il faudra que nous prenions Napoléon sur le front droit et que nous le repoussions donc. Les Anglais étant trop peu nombreux pour pouvoir l'arrêter, nous serons nécessaires dimanche pour amener la décision. Que pensez-vous de Napoléon, vous? Mais en ce moment, Napoléon est notre ennemi et dimanche, nous le battrons. Nous mettrons fin à son règne et fin à l'époque napoléonienne, je vous le garantis. L'officier prussien ne peut avoir raison. Aujourd'hui, la bataille de Waterloo ne peut être perdue par Napoléon. Ses troupes sont 10 fois plus nombreuses que celles de Wellington et Blücher. Ce 18 juin,
est le jour où tout est encore possible. Repartir vers la haie sainte et enfoncer les lignes ennemies, et que le terrain soit moins boueux qu'en 1815. S'accrocher à la ferme de la Belle Alliance et la garder coûte que coûte, et que Blücher n'arrive pas sur la droite. Et cette fois-ci, la cavalerie de Ney doit réussir à enfoncer le centre du dispositif anglais. Et si Grouchy arrive à temps, l'épopée ne va pas s'arrêter là. Et pourtant, le miracle n'a pas eu lieu. Alors, que reste-t-il de l'illusion? Beaucoup de fatigue surtout. La retraite est pénible. C'est pas tant d'avancer, c'est surtout de reculer. Et tous les efforts qu'il a fallu faire, toute la campagne, ça prend beaucoup d'énergie. Alors maintenant, je suis très fatigué. Oui, un petit moment d'émotion, un moment rentrant sur le champ de bataille quand même, et je sais pas, avec mon fils qui était tambour là devant et tout, j'étais surtout très content que mon fils soit tambour chez les volontaires et qu'il a bien tenu son rang. Donc ça, c'est une émotion. Sinon, pour le reste, quand on est dans la bataille, on ne voit rien, c'est comme Fabrice, on ne voit rien, on voit la fumée, on peut simplement voir son petit secteur et à part ça, bon, tout à coup on apprend qu'on a perdu la bataille et qu'il vaut mieux s'en courir. Donc c'est toujours un pincement d'avoir perdu une bataille, c'est certain, surtout que en général les vaincus sentent plus facilement la fatigue, tandis que les vainqueurs sont toujours emmenés par leur élan. Donc, mais c'était le jeu, on le savait aussi au départ, bien sûr. C'est beaucoup plus facile, je trouve, de passer du XXe siècle au XIXe siècle que l'inverse. Quand on démonte les tentes, quand les tentes sont démontées, dans cette situation, on retombe d'un coup dans le XXe siècle et il y a un petit côté dur à passer avant de revenir.